Bonjour, excellent dimanche à tous et bienvenue sur Droit de réponse. Ce dimanche, nous faisons une incursion dans le monde de la crise anglophone avec en toile de fond la question du sort réservé à Sissoko Ayuk Tabé ainsi que 46 autres de ses compères nouvellement extradés vers le Cameroun. Ensuite, nous reparlerons également du vent de nouveautés qui souffle dans le SDF, quel avenir pour le chairman John Fundi. Et enfin, on reviendra sur la série de réformes ramenées par Paul Kagame au sein de l'Union africaine avec en toile de fond l'avenir de l'institution mais aussi de l'Afrique de façon générale. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Mais avant de rentrer en plein dans ces sujets, je vous prie d'accueillir Flavien Valondongo. Bonjour Flavien, bienvenue. Bonjour Kate, bonjour à tous les invités. Alors vous avez lu pour nous les journaux, la presse camerounaise tout au long de la semaine. Comment cette presse a-t-elle traité ces différents sujets ? Alors, vous l'avez évoqué, en tout cas, il y a un peu... Camerounaise tout au long de la semaine, comment cette presse a-t-elle traité ces différents sujets ? Alors, vous l'avez évoqué, en tout cas, il y a à peu près 3 sujets qui vont meubler ce rendez-vous dominical. D'abord, sur la question donc de l'extradition des sécessionnistes, le journal Le Messager, dans l'une de ses parutions encore cette semaine, a laissé dire que le ministre de la Communication a confirmé justement l'extradition de Ayuk et compagnie et que ces derniers étaient donc en lieu secret à Yaoundé. D'ailleurs, seulement, Le Messager a interrogé le silence du Nigeria face donc à cette extradition des leaders sécessionnistes anglophones. Pour mutation, le président de l'Ambazonie et ses complices vont donc répondre des actes qu'ils ont posés devant la justice camerounaise. Bien plus, le quotidien Mutation précise que Ayuk Tabé et les autres sont donc sous le coup du terrorisme, apologie de la sécession et donc ils sont donc candidats à la peine de mort. Le journal Info Matin, dans l'une de ses sorties également de cette semaine, qui s'achève à révéler que le leader des sécessionnistes veut plutôt se confier au chef de l'État, une équation qui semble difficile vu donc des actes qui lui sont reprochés. Le journal satirique Le Populi, en parlant notamment de l'extradition des sécessionnistes, se demande si leur interpellation ouvre désormais la voie au dialogue très attendu par le peuple. Le journal ne semble pas trouver la réponse à cette question, tout comme le journal L'Indépendant qui fait savoir qu'il y a panique donc dans le sérail. Selon le journal, l'exploitation des leaders sécessionnistes et même ses complices par les services secrets camerounais nourrit déjà les rebondissements dans une crise anglophone alimentée donc ou même soutenu par des figures insoupçonnées des pentes du régime de Yaoundé. L'Indépendant parle alors de première révélation d'Ayuk Tabé, à lire également dans le journal. En tout cas, Cameroun Tribune du jeudi n'a plus parlé d'extradition, mais plutôt de rapatriement des leaders sécessionnistes qui s'est bien sûr déroulé selon les règles de l'art. Le quotidien gouvernemental est donc allé fouiller dans les accords de coopération judiciaire et même de police signés en février 1960, accords de coopération judiciaire et même de police signé en février 1963 et même en mars 1972 entre le Cameroun et le Nigeria, ce qui a permis donc à ces pays frères au Cameroun de mettre donc à la disposition de la justice camerounaise les personnes mises en cause. Voilà tel que la presse a été traitée, en tout cas pour ce qui est du premier sujet de ce rendez-vous dominical. Et parlant du second sujet, vous l'avez également évoqué, on parle de la présidentielle 2018 avec le Social Democratic Front qui fait le buzz depuis quelques jours. La nouvelle expression de lundi fait savoir que le candidat du Social Democratic Front à ce grand rendez-vous électoral est donc connu. Il s'agit bien entendu, selon le quotidien privé, l'honorable Joshua Ossi, député à l'Assemblée nationale et vice-président du Social Democratic Front, a annoncé sa candidature, la présidentielle donc pour le compte de son parti, alors qu'il venait d'être donc plébiscité par les militants du littoral au poste de candidat à la région. Le quotidien Info Matin, qui semble donc suivre cette actualité du Social Democratic Front, a révélé que Joshua Ossi, qui vient donc de déclarer sa candidature pour la présidentielle sous la bannière du Social Democratic Front, va vers l'exclusion. Le journal qui dit avoir approché bien entendu le chairman du Social Democratic Front souligne que Fundi a réitéré sa détermination donc à exclure tout membre du parti autre que lui qui fera donc acte de candidature à la magistrature suprême. Pour Info Matin, Joshua Ossi court le risque de subir le 8-2 qui est bien entendu l'article coupe-tête du Social Democratic Front. Alors comme dans un film, la nouvelle expression dans l'une de ses livraisons également de cette semaine qui s'achève a révélé que la candidature de John Fundi à la présidentielle s'éloigne progressivement avec non seulement la candidature déclarée de Joshua Ossi, mais aussi celle de l'honorable Mbandam du Nord-Ouest
à la candidature du Social Democratic Front, donc justement à la prochaine élection présidentielle. D'ailleurs, pour le quotidien privé, c'est du jamais vu dans cette formation politique. Deux enfants d'un même père, mais des générations différentes. Privé, c'est du jamais vu dans cette formation politique. Deux enfants d'un même père, mais des générations différentes qui discutent l'unique poste pour la prochaine élection présidentielle. Voilà le traitement que la presse a réservé à cet autre sujet. Écoutez, merci à vous Flavien pour nous avoir, du moins pour avoir lu pour nous cette presse-là et d'être venu ici sur ce plateau nous donner en quelque sorte le condensé des informations qui y sont parues. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine à vous. Bonne semaine. Fin de semaine à vous également. Et on va passer à une autre, on va l'appeler articulation si vous voulez bien de ce programme, celle qui consiste à présenter les différents invités qui ont bien voulu répondre présents et accepter notre invitation. On va commencer par l'extrême gauche et de ce côté-là, on va introduire un homme de loi. Il s'agit de Maître Emmanuel Pincy, avocat. Bonjour Maître et bienvenue. Bonjour à vous et bonjour aux millions téléspectateurs de Equinox TV. Et juste à côté de moi, à ma droite, j'introduis une autre personne qui appartient à un autre corps de métier. Il s'agit du journaliste Manu Djemba, à qui je souhaite également la bienvenue. Bonjour Kate, merci de m'avoir invité et je souhaite bonjour à tous les Camerounais, mais spécialement à mes frères anglophones. Abel Elim Bilobé a également répondu présent à notre invitation. Il est sur ce plateau situé juste à côté de Maître Emmanuel Pincy. Elim Bilobé, bonjour et bienvenue. Merci de m'associer encore à la réflexion de ce jour. Bonjour également à vos téléspectateurs et aux autres panélistes, pourquoi pas, surtout mon grand frère Pincy. Juste à côté de vous. Je crois qu'il sera candidat aux prochaines élections. Et on va introduire le dernier invité de ce panel, notre Emmanuel. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas d'un homme de loi, mais plutôt d'un homme politique qui milite au sein justement du Social Democratic Front. Il s'agit d'Emmanuel Kouni, un homme politique qui milite au sein justement du Social Democratic Front. Il s'agit d'Emmanuel Kouni. Bienvenue à vous également. Merci madame, bonjour à tous les panélistes autour de moi sur ce plateau et je voudrais en profiter pour dire bonjour à tous vos millions de téléspectateurs et à ceux qui nous regardent, à toute autre personne qui nous regarde. Je crois que j'espère que nous allons être à la hauteur, n'est-ce pas, de vos attentes et que nous allons décrypter avec vous cette actualité dominicale. De toutes les façons, ils sont installés, les téléspectateurs, justement, ils sont à la recherche d'informations fraîches et d'analyses que vous allez faire. On va de se faire entrer dans le premier sujet de cette émission dominicale. Il s'agit bien sûr de la crise anglophone avec en toile de fond la question du sort réservé à Sisikou, Ayoub, Tabé et compagnie. On se souvient, lundi dernier, le ministre de la Communication a fait un communiqué dans lequel il annonçait la présence en territoire camerounais de 47 présumés terroristes, des Camerounais qui étaient arrivés dans les quelques heures qui précédaient finalement cette annonce. Une annonce qui est venue quand même remettre à l'ordre du jour et apporter un certain discrédit à toutes les analyses qui ont été faites par les hommes de loi, notamment sur l'impossible extradition de Sisikou Ayoub Tabé, une impossible extradition devenue possible. On va commencer sur ce sujet avec vous, Maître Pincy. Vous faites partie de ces hommes de loi qui ont tenté d'expliquer à l'opinion pourquoi justement il était presque impossible pour Sisikou d'être extradé en territoire camerounais. Mais aujourd'hui qu'on sait qu'il est présent dans les prisons camerounaises, l'opinion se demande si des lois internationales en matière d'extradition ont été violées. Non, je voudrais d'abord dire que nous n'avons pas une procédure d'extradition stricto sensu. Ça, je suis formel là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de convention d'extradition entre le Cameroun et le Nigeria. Les textes dont on a parlé, c'est des textes multiformes, des accords juridiques, des accords de coopération, celui de 1963, et j'ai fouillé. Par contre, tout le monde sait que depuis que 1963, et j'ai fouillé. Par contre, tout le monde sait que depuis que, même Boko Haram, le Cameroun va chercher les terroristes à l'intérieur du territoire du Nigeria. Et nous avons un même, c'est-à-dire c'est la nature du comportement, à part les bombes humaines, c'est la même chose qu'ont utilisé les sécessionnistes. Donc à partir de ce moment-là, on est allé, il y a eu un rapatriement.
Donc on les a fait partie, mais on n'a pas utilisé la procédure d'extradition. Donc pour vous aujourd'hui, il s'agit plus d'un rapatriement. C'est un rapatriement. Et j'avais dit qu'il n'y avait pas de possibilité. Si on faisait la procédure d'extradition, ça allait mettre énormément de temps. Parce que la procédure d'extradition, il fallait passer de parquet à parquet diplomatique. Ça allait mettre trop de temps avec les possibilités de faire des procédures jusqu'à la Cour suprême. Or, on a évité cela. C'est pour cela que, compte tenu des accords d'amitié, et je l'ai expliqué encore, et ça je le répète, nous avions à l'époque déjà, en 68, avec la guerre au niveau du Biafra, le Cameroun a refusé de servir de base arrière, et le président Gowon à l'époque était venu au Cameroun, et on se souvient que à ce moment-là, le président Buhari était un officier supérieur de l'armée du Nigeria, et ces accords existent depuis toujours. Donc, au surplus, les sécessionnistes avaient à l'intérieur du Nigeria des camps militaires, des camps où ils s'entraînaient. Donc ils étaient même eux-mêmes en infraction à l'intérieur du Nigeria et représentaient un danger pour le Nigeria. Et j'ai encore ajouté, le Cameroun et le Nigeria ont 1960 kilomètres de frontières communes. Et qu'à partir de ce moment-là, il était impossible, compte tenu des accords d'amitié de coopération multiformes, qu'on laisse ces personnes-là à l'intérieur du Niger, puisqu'ils étaient déjà en infraction. Donc le Niger s'est débarrassé d'eux. C'est ce qui s'est passé. Mais il n'a pas utilisé la procédure d'extradition. Mais pourtant, le ministre de la Communication, alors qu'il était en train de rendre publique cette information, a bien parlé d'extradition. Mais pourtant, le ministre de la Communication, alors qu'il était en train de rendre publique cette information, a bien parlé d'extradition. Aujourd'hui, depuis, il a changé. On a l'impression qu'il a, justement, comme vous le dites, changé d'expression. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de faire feu de tout bois pour tenter de justifier par des canaux légaux une action qui pourtant peut être perçue comme illégale? L'action est légale, parce que c'est un rapatriement. C'est-à-dire, vous faites quelque chose, vous êtes par exemple, vous allez en France, et vous commencez à commettre des infractions, etc. Ou bien, on vous renvoie dans votre pays. Et ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au Cameroun. J'ai rappelé que en France, déjà, moi je me souviens, c'était à les fins des années 80, 78 plutôt, 70. J'assistais à Saint-Michel. Et il y a une bombe qui a été lancée par Carlos. Carlos a été recherché. On n'a pas fait une procédure d'extradition. On a allé le chercher au Soudan. Ça s'est passé également en ce qui concerne la Turquie, sur le Kurde, le leader kurde au Kalan. Qu'on est allé chercher, on l'a donné. Les États-Unis le font tous les jours, c'est-à-dire en allant chercher des gens qui sont en Afghanistan, au Pakistan, à gauche et à droite, ceux qu'on recherche. Donc, compte tenu des accords, on vous livre la personne et vous allez la chercher. La personne est rapatriée. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que ce problème-là, personne n'en parle plus au niveau international. Ce n'est pas une affaire d'illégalité, c'est une affaire d'efficacité. Et les accords de réciprocité entre le Cameroun et le Nigeria. Le Cameroun n'a pas permis d'avoir une base arrière sur des personnes qui sont au niveau du delta, parce qu'on recherche du pétrole. Le Cameroun n'a pas permis à l'époque, je dis en 1968, la France finançait le Gabon, finançait le colonel Ojukwu sur la guerre du Biafra qui a fait 1 million de morts en utilisant 2 pays, la Rhodésie et le Gabon. Et le président du Cameroun à l'époque, a refusé que le Cameroun soit une base arrière pour déstabiliser on a comme un retour d'ascenseur qui nous vient du Nigeria pour peut-être dire merci au Cameroun ou alors lui montrer que lui également coopère. Et lui dit doublement merci parce que même avec la guerre... Merci au Cameroun ou alors lui montrer que lui également coopère. Et lui dit doublement merci parce que même avec la guerre au niveau du Boko Haram, on a vu au niveau d'Amchidé et tout ça, les Camerounais qui rentraient à l'intérieur pour prendre ces terroristes, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire le seul mode opératoire qui est différent, c'est la nature, mais le degré, en ce qui concerne Boko Haram, est beaucoup plus fort. Mais c'est la même nature des opérations, où on tue sur les populations, où on tire sur les ambulances, où on tue les populations qui n'ont rien fait. Il y a une psychose générale, et je dois encore vous dire quelque chose qui est terrible dans cette affaire. Si nous sommes, vous vous rendez compte qu'en Douala, il n'y a pas d'argent. Dans tout le Cameroun, il n'y a pas d'argent. Le commerce entre le Cameroun et le Nigeria est un élément très important et très fondamental. Si vous demandez à tout le monde, tous les commerçants, même au niveau de l'Ouest, ils vous disent qu'ils ne vendent plus. Les frontières sont fermées. On a pu le voir déjà sur le marché. Au niveau du marché, ça se voit. Il n'y a pas partout. Au niveau de cul aussi, il n'y a pas d'argent. Donc la situation est difficile. Donc les populations sont terrorisées. Pas plus tard encore qu'hier, on tue des gens. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas se permettre. Et le Niger a refusé de procéder
à cela, à une procédure d'extradition qui n'a d'ailleurs pas été demandée par le Cameroun. Je vous remercie. Et c'est pour ça qu'on a continué. Pour cette première prise de parole, le temps de donner également la possibilité à Emmanuel Kounié de réagir sur cette thématique. On se souvient, on a pu remarquer que dès l'annonce de cette extradition, ou alors ce rapatriement, ça dépend de comment on va décider de l'appeler finalement sur ce plateau, il y a eu comme un pic de violence dans le nord-ouest, des récentes attaques, des récents échanges, encore hier de ce côté-là. On a également eu au cours de la semaine le communiqué dans certains Chris Anou, secrétaire par intérim de l'État fictif d'Ambazoni, qui a justement demandé qu'on leur montre la preuve de ce que Sissoko Ayuk Tabé serait encore en vie, sinon il serait capable de provoquer un génocide, a-t-il dit. Est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'on aurait pu se passer de ce rapatriement qui apporte plus de problèmes au Cameroun finalement qu'il n'en faut? Bon, disons que ce rapatriement a déjà eu lieu et moi je crois que les autorités doivent à l'heure actuelle essayer de gérer avec un peu plus de prudence cette affaire-là, et les autorités doivent à l'heure actuelle essayer de gérer avec un peu plus de prudence cette affaire-là, et je pense d'ailleurs que c'est pour cela qu'on ne nous présente pas ces gens qui ont été rapatriés ou extradés comme vous voulez. La vérité c'est que les actes posés, moi je ne suis pas certain que tout ce qui est en train d'être fait nous permettra, n'est-ce pas, de résoudre le problème de la crise anglophone, parce qu'en réalité le problème est celui-là. Et j'ai peur que les actions que nous sommes en train, qui sont en train de mener, soient des victoires des individus et non les victoires, n'est-ce pas, des États. Ces gens ont été rapatriés et puis il aurait fallu que, effectivement, comme les gens le disent, qu'on nous les présente. Et puis, si on les interroge, vous avez vu en 1971, quand on a arrêté Monseigneur Ndokmo et Wandi Ernest, même les enquêtes de police étaient diffusées sur la radio nationale. Donc il faudrait également que notre système judiciaire cesse de faire de provoquer des suspicions autour de son action. Si c'est une action que nous jugeons juste et légale, etc., nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de faire ça dans une chambre noire. Parce que si tel est le cas, ça pose beaucoup de problèmes et on s'interroge sur l'efficacité d'abord de l'opération et sur même je peux même dire, le bien fondé de l'opération, parce que ce sont des gens qui ont posé des actes ou qui sont présumés avoir posé des actes. Il n'y a pas de raison, et qui doivent répondre des actes qu'ils ont posés. Il n'y a pas de raison qu'on fasse le mystère autour de cette affaire-là. On les a pris, on les a rapatriés, qu'on nous les montre. Et si on ne les montre pas, ça ouvre la voie, n'est-ce pas, à des supputations qui peuvent aller vers des directions que personne ne peut faire. Donc, moi, je crois que cette manière de faire n'est pas bonne. Pour ajouter de l'eau à votre moulin, on a aussi eu au cours de la semaine quelques images diffusées par le canal des réseaux sociaux nous montrant un Sissoko Ayuk Tabé fatigué, l'air malade, et les gens qui prennent sur eux, qui a même de diffuser ces informations, font tout pour vous démontrer qu'en ce moment, il est en train de subir une certaine violence dans les cellules du CED. Oui, mais c'est le pouvoir qui prête le flanc à ce genre de choses. Si on nous avait présenté... Oui, mais c'est le pouvoir qui prête le flanc à ce genre de choses. Si on nous avait présenté M. Tabé, personne n'aurait pas celui. Encore que moi j'ai vu cette photo qui ne me semble même pas être la photo de ce monsieur. Donc c'est très compliqué cette affaire-là. On ne peut pas, un pouvoir ne peut pas, n'est-ce pas, organiser le flou de cette manière-là. Moi j'estime que ce qui est fait autour de cette affaire ressemble... On va dire que c'est une affaire d'État, etc. Oui, il y a eu d'autres cas. Et puis, ils vont se défendre. Il faut leur donner la parole, parce que il ne suffit pas de dire que les gens sont terroristes, il faut leur donner la parole, il faudrait qu'ils parlent, pour que nous on sache même quelles sont leurs motivations, pourquoi ils en sont arrivés à ça, et qu'est-ce que c'est que cette histoire où des gens pensent qu'ils peuvent diviser le Cameroun en deux. Est-ce que, en réalité, ils veulent diviser le Cameroun en deux? Est-ce qu'ils demandent le plus pour avoir le moins? Est-ce que, il faudrait qu'on leur donne la parole et qu'ils s'expriment et que les Camerounais puissent comprendre cela. Il ne faut pas que ça soit une affaire comme les affaires du coup d'État du 6 avril, où les gens ont été jugés, personne ne sait qui a été jugé, ou qu'est-ce qu'il a dit, etc. Non, je crois que nous sommes dans une république. Et je dis, à la pire dictature d'Aïdjo, des gens ont été arrêtés, qui étaient considérés comme on peut même dire qu'on les considère comme des gens qui ont même tué Jésus ou je ne sais pas quoi, mais on leur donne la parole. On a vu Wandi Menotté, on lui a donné la parole et la radio a diffusé. Même les enquêtes de police, le commissaire Fauchivet interrogeait Wandi Ernest et tout le monde écoutait Wandi parler. On écoutait sa voix. Oui, même si on savait qu'il devait être condamné à mort, on lui a donné la parole. Et puis, bon, tout le monde s'est rendu compte qu'on les avait pris et que c'était des gens qui faisaient le maquis et qui avaient tué des gens. Et puis, on les a condamnés. Ça n'a pas... le ciel n'est pas tombé sur la terre. Donc, moi, je crois sincèrement qu'il faudrait qu'on évite de mystifier cette affaire parce que ça va nous créer plus de mal
Et les gens vont en profiter, n'est-ce pas, pour nous. Nous avons déjà trop de problèmes comme ça, il ne faut pas qu'on en ajoute. Très bien. Eline Bilobé, au cours de la semaine également, on a pu apprendre par voie de presse que Sissoko Ayoub Tabé, qui jusqu'ici s'était renfermé dans une sorte de mutisme, a décidé de sortir de sa réserve et demander à parler au président de la République, dans une sorte de mutisme, a décidé de sortir de sa réserve et demander à parler au président de la République du Cameroun. Devrait-on lui accorder ce privilège? Si oui, qu'est-ce qui pourrait sortir de cet échange? Des révélations? Pourquoi il demande à parler au président? Quand il était libre, il n'a jamais fait une demande d'audience à rencontrer le chef de l'État de son pays. Il a estimé que lui, il était le chef d'État de notre pays. À ce moment-là, il devrait plutôt avoir une procédure diplomatique de visite officielle au Cameroun pour rencontrer... De chef d'État à chef d'État. Ah voilà, de chef d'État à chef d'État. Il s'est inscrit dans une logique de bandits. Les bandits ne rencontrent pas les chefs d'État. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une catégorie d'intellectuels qui m'étonne. Quand il y a un problème, vous avez des spécialistes, des gens au Cameroun ici, qui pensent que pour résister, ils doivent être en train de critiquer. Ils critiquent même ceux qui ne savent pas. Chacun se met là, il dit n'importe quoi. Puis demain, quand les événements changent de sens, ils commencent à dire que oui, on a fait tout, comment, ils font des acrobaties. Quand ces gens-là incendiaient, organisaient des incendies, des discours alambiqués et confus, paradoxaux, comme ceux que j'entends Kougné tenir. Ce n'était pas qu'ici, c'était de chercher à savoir, comprendre, faire même le dialogue. Maintenant, on les arrête, on dit oui, mais il faut nous les montrer. On vous les montre pourquoi? Pour être sûr qu'ils sont encore effectivement... Restez dans le doute. Il s'agit effectivement des personnes Restez dont dans on le parle. doute. Restez dans le doute. Mais on est en train de parler d'une procédure judiciaire, le monde avance. On parle d'une procédure judiciaire qui plus est une procédure d'intérêt public comme celle-là. On a besoin d'être au courant de l'évolution de l'actualité. Je fasse comme si c'est à vous que je parle. Je parle à tous ceux dont vous avez vous-même évoqué les idées. Tous ceux qui dont vous avez vous-même évoqué les idées. Tous ceux qui viennent, qui sont en train de se retourner maintenant. C'est les professionnels de retournement de vestiaire, il y en a plein au Cameroun. Tous ces gens qui se retournent, ils savaient qu'il y avait une procédure judiciaire contre Ayou. Il y en avait une. Hein? Il y a un mandat d'arrêt sur ces gens-là. Exactement, international. Alors, le mandat d'arrêt existe sur des gens. L'État du Nigeria indique leur arrestation. L'État du Cameroun vient, reconnaît avoir reçu ces gens-là ici. Et vous commencez à venir sur les plateaux de télévision parce qu'il vous faut absolument critiquer quelque chose. Et ils sont garde à vue, hein. Ils sont garde à vue. Vous venez, les ministres, c'est vrai que la parole gouvernementale camerounaise a perdu de sa crédibilité à cause d'une mauvaise communication gouvernementale. Ça fait partie de la mauvaise gouvernance contre laquelle nous nous battons. D'accord. Mais quand même, il y a des filles, il faut que les gens soient rationnels dans leur comportement. C'est de ça que je parle. Il faut que les gens aient, dans leur comportement politique, qu'ils rendent compte de leurs convictions. Ce n'est pas parce que nous combattons le gouvernement du Cameroun et qu'il est un mauvais gouvernement. Moi-même, je le combats. Je veux même qu'il tombe demain. Mais, quand ce gouvernement-là a raison, n'hésitons pas de dire qu'il a raison. Un individu, des gens s'organisent en association, en violation des lois de notre pays, ils portent notre nationalité, envisagent la division de notre pays, lancent un mouvement armé sur le territoire, brûlent les écoles, etc. Et par bêtise, parce qu'ils sont effectivement très idiots, excusez-moi le thème sur votre plateau, ils s'en vont s'installer au Nigeria. Que de toute évidence, toute analyse élémentaire montre que le Nigeria ne peut pas leur servir de terrain d'accueil. Les relations entre le Nigeria et le Cameroun ne peuvent pas leur servir de terrain d'accueil. Les relations entre le Nigeria et le Cameroun, les souffrances de ces deux États par rapport au mouvement de déstabilisation à l'est du Nigeria, au sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun, leur main dans la lutte contre Boko Haram, etc. Tous ces événements, ce capital historique de collaboration politique, judiciaire, militaire, montre très bien que choisir le Nigeria comme lieu où on va s'installer pour commencer à diffuser n'importe quel type de message, même la radio, leur radio qui est en Afrique du Sud, elle ne tiendra pas pour longtemps. Je peux vous le garantir. Alors, faire de tels choix,
c'est être suffisamment imbécile. Des gens raisonnables savaient qu'on va les arrêter. En restant poli, s'il vous plaît. Des gens raisonnables, non, il faut être poli avec les gens qui tuent les Il faut être poli parce qu'il y a des enfants qui nous regardent. Oui, et les enfants, mais ça c'est... On doit véhiculer. C'est prévu dans le dictionnaire. Voilà. Non, Quand je parle ici, je parle du français correct. Vous pouvez bien me le considérer. Je parle des gens faibles d'esprit. C'est de la faiblesse d'esprit, stratégiquement, que des gens qui se disent capables de lancer de tels mouvements, d'une telle importance géostratégique dans le monde. N'importe qui ne se lève pas pour dire qu'il fait une sécession quand même. Très bien. Une sécession, c'est un événement majeur en politique. Donc on suppose que vous êtes intelligent, que vous êtes stratège, que vous avez de la... Très bien. Eline Bilobert, je vous remercie. Et vous allez vous installer au Nigeria. Je vous remercie pour cette première prise de parole. Il faut qu'on nous les montre. Je vous remercie, Eline Bilobert, pour cette première prise de parole. On va également prendre l'avis de Manu Djemba sur la question, en revenant bien sûr sur le pic de violence qui a été observé dans le nord-ouest et le sud-ouest. On apprend notamment qu'on serait passé à une vingtaine d'hommes en tenue et de policiers, du moins de militaires et de policiers tués, l'utilisation de bombes artisanales qui se fait plus sophistiquée. Est-ce qu'il ne serait pas un peu trop tard aujourd'hui pour reparler de dialogue après toute cette série de violences? Merci de me donner la parole. Aujourd'hui pour reparler de dialogue après toute cette série de violences. Merci de me donner la parole, Kate. Je voulais dire que, bon d'abord, comment dire ça, présenter mes condoléances à tous les morts. À toutes les familles des morts. Oui, plutôt à toutes les familles des morts, à tous leurs amis. Aussi, présenter mes regrets à tout ce qui se passe dans ce pays, à tous les Camerounais. Ce que je veux dire, c'est que je suis profondément peiné dans la mesure où je suis un anglophone. Maître Pincy le sait, j'ai accompli mon secondaire à Manawobe, à Victoria et à Moliko. J'ai représenté le West Cameroun aux Jeux au Sucre en 70 à Tchang, à Douala en 72. J'ai été porte-drapeau. Je connais ce pays. Pour moi, c'est un pays. J'ai la culture de ce pays. Et tout ce qui vient d'être dit là, je l'entends, mais je dis, quelles que soient les raisons des uns ou des autres, je ne pense pas qu'on devait arriver à tout ça. Sauf que Eline Bilobert, qui ménage la chèvre et le chou, a dit tout à l'heure qu'il y a malgouvernance. Il a dit qu'il a affaire à des imbéciles de l'autre côté. Moi, je lui dirais tout simplement une chose. Ce qui se passe en zone anglophone, c'est tout simplement la guerre des fonctionnaires. C'est les fonctionnaires qui veulent cette guerre parce qu'elle les enrichit, les gens de Yaoundé. C'est tout. Tout à l'heure, je vous ai balancé dans votre box Messenger la déclaration de Boya, un document de 13 pages qui illustre très bien tout ce que les anglophones veulent depuis très longtemps. Depuis 1993, à la conférence de Boya, et les anglophones sont toujours en train de faire les mêmes demandes depuis, et le pouvoir de Yaoundé ne veut pas satisfaire cela. Les sécessionnistes ont toujours existé, depuis 1961. On les met en prison chaque 1er octobre, enfin, les mettre en prison, on les met aux arrêts, pour 2-3 jours, on les relâche. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là ont obtenu une force? Tout simplement parce que le pouvoir de Yaoundé a voulu que les interlocuteurs soient mis aux arrêts. Et évidemment, comme la nature a horreur du vide, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les sécessionnistes. Mais pourtant, ce pouvoir également a essayé à plusieurs reprises de tendre la main à ces personnes qui revendiquent de l'autre côté. On a vu notamment... Ils n'ont jamais tendu la main. On a vu de ce régime se rendre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non, c'est pas ça. C'est mettre sur pied. Non, c'est pour amuser la galerie. Et surtout, c'est pour du banditisme politique. Vous aurez préféré quoi? Que le président de la République défende... Mais tout le monde, même les instances internationales, demandent un dialogue inclusif. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un dialogue inclusif? Expliquez-nous.
Mais non, j'ai pas. Mais il faut expliquer. C'est ce que vous entendez par Mais bien dialogue. sûr. Mais un dialogue Il faut un inclusif. dialogue inclusif. Oui, Vous n'avez pas acheté le Cameroun. Vous mettez quoi dans le dialogue inclusif? Excusez. Bon, déjà, c'est. Le contenu, quoi. Non, pas déjà le contenu. Déjà, les acteurs. forme. Les acteurs. Ou la forme. C'est-à-dire toutes les parties prenantes possibles et imaginables. Vous avez, comment on appelle ça, la société civile, les gens comme les maîtres principes comme ça. Vous avez les politiciens de tous bords. Et comme ça, vous avez les politiciens de tous bords. Et vous avez des gens comme moi, des journalistes, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui peuvent Vous participer. dialoguez, c'est vous qui avez la fait cette crise. Donc les sécessionnistes seront dans votre dialogue inclusif. Pourquoi Pourquoi pas? ils ne seraient pas? Pourquoi ils ne seraient Je pas? demande. Pourquoi Je ton problème, demande. mais oui, il serait. J'ai simplement demandé, dites-moi que oui, dans Il votre- serait. Et dans votre inclusion, il y a les sécessionnistes. il serait. Et qu'est-ce que le contenu de. Moi, je vous ai et le con- vous me demandez pourquoi Mais pas. parce que comprendre. tu dis Monsieur Moi, je Jimmy, demande j'ai à pas encore Madame dit- de compléter sa pensée. Je vais C'est compléter, mais pour répondre à Maître Principe qui demandait le contenu. Et le contenu, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Lisez tous la déclaration de Boya. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du All Anglophone Conference de La All Anglophone 1993. Conference. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde est amnésique dans ce pays. Ce document-là existe. Et au moment où les anglophones ont produit ça, pendant la tripartite, on leur avait dit non, Laissez vous d'abord. mettez ça d'abord de côté. Il y a verra d'autres après. problèmes à Tripartite régler 2, pour le il y aura moment. tripartite 2. Et il y aura une tripartite. Elle n'a jamais eu lieu. D'accord. C'est un document essentiel que beaucoup d'anglophones ignorent. Et cette conférence avait réuni plus de 5000 anglophones qui étaient venus du monde entier. Et j'y avais participé parce qu'à l'époque, j'étais rédacteur à Dicalo. Voilà. D'accord. Oui, Maître Oui. Pensy. Oui, je voudrais juste apporter une précision par rapport à ce que demandait tout à l'heure Kougné. Parce qu'il ignore que lorsque les personnes sont arrêtées pour terrorisme, il y a d'abord une procédure. Ils sont en garde à vue. Dans la garde à vue, en matière de terrorisme, est de 15 jours. Et pendant la garde à vue, il n'y a pas de communication. Le commissaire du gouvernement ne communique pas. Et les avocats sont tenus au secret de l'instruction. Et dans le cas de cette affaire, ce que les gens ne savent pas, par rapport aux règles qui concernent la profession d'avocat. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé qui m'a étonné. Les journaux ont titré les avocats des anglophones, des sécessionnistes, on a refusé qu'ils voient leurs clients. Et après, Maître Assir a dit, nous sommes allés là-bas leur voir pour leur demander qu'on doit les défendre. Nous sommes allés là-bas leur voir pour leur demander qu'on doit les défendre. Ça veut dire que c'est la sollicitation qui est interdite par le règlement de la profession d'avocat. Ça, c'est qui a été homologué par le ministre de la Justice en 2002. Et également, c'est interdit par la loi de la profession d'avocat du 19 décembre 1990. Moi, j'ai été membre du Conseil de l'ordre pendant longtemps. Et j'ai travaillé d'ailleurs sous le bâtonnage de Mouna, qui est mon ami, Bernard. Et je sais bien qu'ils doivent le faire. Et certainement, la famille peut aller leur demander d'aller défendre ces personnes-là. Mais ils ne peuvent pas aller De même. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on leur a opposé une fin de non-recevoir en leur demandant d'aller voir le commissaire du gouvernement, qui est le procureur de la République au niveau du militaire, pour pouvoir accomplir des formalités minimales, même pour une profession, même pour une profession Maître d'avocat. Emmanuel Pensy, en termes de peine, que risque Alors, ces présumés terroristes? Alors tout à l'heure, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est Dimi Lobé ou bien Manu qui en a parlé, les dispositions, je crois que c'est Dimi Lobé. D'abord, la loi sur le terrorisme, si vous la lisez, vous aurez froid au dos. Bon, donc si vous lisez ces termes-là, il y a la condamnation à mort, la condamnation à vie, si c'est dans les circonstances atténuantes, 10 ans minimum, et le juge ne peut pas aller en deçà. Mais si vous regardez également une disposition sur la sûreté de l'État, qui était déjà prévue dans les articles 111, ça c'est la loi 91-007 du 30 juillet 1991 sur la sécession, est puni d'un emprisonnement à vie. Celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Bon, donc là, maintenant, on n'est pas en temps de guerre. Est puni de mort. Celui qui excite la guerre civile en armant ou en poussant les habitants à s'armer les uns contre les autres. Ça, c'est à mort. Alors, maintenant, pour ceux qui bavardent armer les uns contre les autres. Ça, c'est à mort. Alors, maintenant, pour ceux qui bavardent beaucoup. Propagation de fausses nouvelles. Est puni de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 5 000 à 2 millions. Celui qui émet et propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale. Bon. Et on va encore. Révolution 114 est puni d'un emprisonnement à vie. Celui qui tente
par la violence, soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques instituées par les dites lois ou de mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. Alors, vous ajoutez l'article 115, bande armée, nous sommes dans le cas, est puni d'emprisonnement en vie. Tout individu qui, dans le but de commettre des crimes prévus aux alinéas, aux articles ci-dessus, pour empêcher l'action de l'ordre public contre les auteurs de ces crimes, organise une bande armée et exerce une fonction ou un commandement quelconque ou participe à cette bande à l'exécution ou tentative d'exécution de crimes. Alors, si vous ajoutez à cela, et il y a d'autres dispositions sur l'insurrection qui parlent également de 10 à 20 ans, nous avons un panoplie de textes tels que vous-même qui allez commencer à parler ici, à faire même l'apologie du terrorisme, vous êtes punis par la nouvelle loi de 2014. Et les gens exagèrent. Même celui qui fournit l'argent, le matériel, qui organise. Alors, les Camerounais disent n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'est-ce que cette loi. Parce que la plupart des personnes qui sont là, on peut venir vous ramasser, on vous met en prison. Mais pourtant, on a posé la question tout à l'heure à Elimbi Lobet. Je voulais poser la question de savoir ce qui pourrait sortir d'un échange entre Sissoko Ayuk Tabé et le président de la République si jamais il y a échange. Vous avez dit, non, vous avez très bien répondu. Vous avez dit, on n'a pas à lui accorder cette faveur, mais toujours est-il qu'en exploitant très bien ce monsieur, on pourrait avoir des noms des personnes qui sont tapis dans l'ombre. Est-ce que le président rencontre même les ministres? Qui fait les enquêtes maintenant? Le président, il y a le commissaire qui est là. C'est normal en écoutant Sissoko Ayuk Tabé, pas forcément que le président l'écoute. S'il te plaît, j'ai compris la question. Je vais apporter mon élément de réponse. Je voudrais remercier Pensi du fond du cœur. Parce que moi, j'ai fait mon choix politique. C'est de me battre pour que l'ordre politique change, mais dans le respect des règles. Parce que même ces règles prévoient les conditions de leur propre modification. Il faut que les hommes politiques fassent attention. Bien sûr. Faisons attention. Mes chers frères de l'opposition, je suis encore dans cette famille. Et je dis faisons attention. Ce n'est pas parce que nous voulons renverser le régime que nous devons croire que tous les discours sont permis. Il y a des discours qui n'ont plus rien à voir avec le régime, mais qui mettent en difficulté la société même dans laquelle nous vivons. Il est important de rappeler ces dispositions que Maître Pensi vient de rappeler. Voilà des gens qui se disent sérieux en politique. Qui disent, oui, il faut que Sissoko rencontre. Sissoko est arrêté dans le cadre d'un grand banditisme décrit dans le code pénal. Pourquoi vous ne demandez pas quand on arrête les voleurs qui rencontrent le chef de l'État? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Ceux qui nous disent ça, quand ils seront aux affaires, on va arrêter les bandits, les grands criminels, les braqueurs. On va dire, le braqueur va dire qu'il a envie de dire au président de la République pourquoi il braque. On l'amène au palais. Va voir le président. Il va lui dire pourquoi tu braques. Qu'est-ce que c'est que ces comportements-là? Tous ceux qui font ça parce qu'ils pensent que ça va ébranler le régime. La lutte que nous menons, chers frères, pour renverser cet ordre politique, ne passe pas par la démagogie. C'est pas les yeux. Quoi? Elle ne passera pas par la démagogie. Pas les yeux. Elle passera par la force de l'argument. Elle ne passera pas par la démagogie. Elle passera par la force de l'argument intellectuel qui va permettre de mobiliser les électeurs en notre faveur. La complaisance dont certains d'entre nous veulent faire preuve au nom du politiquement correct. Ils viennent ici, ils disent qu'ils veulent un dialogue. Ce discours-là nous fatigue. Et ce dialogue, tu peux rentrer chez toi si tu es fatigué. Et ce dialogue, certains le disent inclusif. Et quand on leur dit dialogue inclusif, nous tous nous comprenons ce que c'est que l'adjectif inclusif. C'est qu'on met tout le monde. Merci. Or, ici, c'est sur votre plateau ici, que tout le monde qui parlait du dialogue inclusif semblait être d'accord que tout le monde sauf les sécessionnistes. Et je demandais, mais pourquoi vous enlevez les sécessionnistes puisque c'est eux qui ont amené la paix? On a compris. Comment peut-on dialoguer avec des gens qui sont des bandes armées? Dans quel pays? Dans quel pays? Pourquoi vous n'avez pas demandé aux États-Unis de dialoguer? Je vous remercie, Elimbi Lobet. On va permettre également à Emmanuel. Est-ce que Ben Laden est américain? Est-ce qu'il est américain? Il avait la double nationalité. On va Elimbi Lobet, s'il vous plaît. Non, nous sommes en train de parler des problèmes camerounais. Elimbi Lobet, on ne parle pas de Ben Laden et les Américains. C'est vraiment. Vous avez terminé, s'il vous plaît. Donnez la possibilité à d'autres personnes de placer un mot. Oui.
faut bien s'y conseiller parce que vous avez dit que cette façon de vouloir manipuler l'opinion est un peu pernicieuse. Je parle de Ayouk et de sa bande. Mais oui. Mais ne dites pas les autres. Moi, Merci. j'ai parlé de gens bien précis. Merci, Moi, Elim j'ai Bilobé. qualifié On va donner la parole également à Emmanuel Kounié. Elim Bilobé, est-ce que vous permettez qu'on avance? Est-ce que vous permettez qu'on avance? Madame, je voudrais d'abord oui, Emmanuel, relever l'élégance de M. Elim Bilobé. On n'est pas venu sur ce plateau pour ce genre de choses. Moi, je suis venu ici faire un débat, pas un bavardage de rue, mais un débat bourgeois, où je pense qu'on se respecte et puis on dit tu es bourgeois maintenant? Non, un débat bourgeois, pas un bavardage de rue, mais un débat bourgeois, où je pense qu'on se respecte et puis non, un débat bourgeois, c'est pas que le débat bourgeois, une élégance manifeste de ce monsieur, mais hors de moi, il doit respecter les autres et comprendre qu'on n'est pas venu le voir ici. d'accord. Maintenant que cela est dit, oui. Ceci dit, je voudrais vous dire que tous les va-t-en-guerre qui pensent qu'on va faire ceci, on va faire cela, c'est très bien. Mais vous avez vu en Colombie, les gens ont fait plus de 14 ans de guerre. Mais à la fin, ils sont mis assis pour discuter, pour voir comment mettre fin à cette guerre. Même au Congo Brazzaville à côté. Il y avait un qui était en prison, qu'on appelait terroriste, machin et tout ça. Le président l'a sorti de prison pour signer des accords avec lui parce qu'on avait besoin de la paix. Madame, quand une vie est perdue, quelles que soient les raisons pour lesquelles une personne est assassinée, la personne est préférable à la raison. Donc, il faut comprendre que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes dans la position forte, penser que vous allez citer tout ce que Maître Pincy est en train de citer là-bas. Là, c'est le texte. Hein. Vous citez tout ça pour que les gens continuent à mourir en brousse. Non, pour que les gens comprennent. Oui, mais nul n'est censé. Oui, excusez-moi, je suis d'accord avec vous. On parle. Excusez-moi, je vais pas une seconde. Vous avez dit qu'on va parler d'une manière bourgeoise. Moi, je suis avocat et professionnel. Et je parle aux téléspectateurs qui sont des Camerounais et les étrangers pour leur dire que voilà l'état du droit positif en vigueur. Et à partir de ce moment-là, si vous ne le connaissiez pas, permettez-moi, qui fait cette profession depuis 40 ans et depuis Paris, de vous expliquer ce que c'est que la loi. Et après, vous allez parler de la Colombie et ce qui se passe. Je sais parfaitement ce que c'est que la loi, cher monsieur. Non, vous ne connaissez pas la loi. Je sais, sinon, je ne connais pas les textes, je ne connais pas ces textes-là. Vous ne pouvez pas discuter. Mais je sais ce que c'est que la loi. Vous ne connaissiez pas ce que c'est que la garde à vue en matière de terrorisme qui est de 15 jours. Et pendant la garde à vue, le procureur... Vos propres collègues avocats sont allés chercher à les rencontrer. Excusez-moi, ils ont fait une erreur. J'étais membre du Conseil de l'ordre et c'est une erreur. Et ça, je suis formel là-dessus. vous chutez, oui. Bon, je voudrais donc dire... Membre du Conseil de l'ordre, et c'est une erreur. Et ça, je suis formel là-dessus. Vous chutez. Bon, je voudrais donc dire que quand il y a une situation comme celle-ci, ce qui a lieu de faire, c'est comment allons-nous arriver à une solution. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux une jeune fille de peut-être 23 ans qui avait une grossesse de 4 ou 5 ou 6 mois, qui a été assassinée, un jeune gendarme. Je ne sais pas si c'était avant-hier ou je ne sais plus quand. Mais tous ceux qui regardent ces photos coulaient les larmes. Assassiné par qui? Assassiné par les terroristes. Par les terroristes. Mais on a montré aussi une maman de 95 ans qui a été brûlée dans la maison. Donc tout cela doit cesser, cher monsieur. Chaque fois, vous pouvez dire que tous ceux qui sont morts, même ceux qui ont été tués le 1er octobre, ont été tués par les terroristes selon vous. Mais je voudrais vous dire que chaque fois qu'un être humain tombe, il n'y a pas de contrepartie possible. Vous ne pouvez pas dire c'est parce qu'il y a eu ceci que cette personne est morte. Il est question de mettre fin à ces violences-là de tous les côtés et qu'on trouve une solution à ce problème. Vous ne pouvez pas continuer à penser que vous allez vous braquer dans une situation comme celle-ci et elle se dégénère. On a arrêté les Ayouk. Moi, je croyais qu'en les arrêtant, ça pouvait faire chuter un peu la tension. Mais on a cité tout au contraire. Donc, pour moi, pour ma part, je crois que ces gens ont été arrêtés, ont été renvoyés au Cameroun, vont être jugés, mais il faudrait que tout cela, tout ce qu'on est en train de faire, s'inscrive dans la dynamique de l'apaisement et de la solution à cette affaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire puisse mettre un terme à cette affaire qui nous fatigue depuis et que les résolutions de la All Anglophone Conference soient également prises en compte parce que les anglophones ont... Je vous rappelle que quand on écrivait la Constitution, on leur a dit qu'on devait faire une tripartite 2 qui n'a jamais vu le jour. Donc la politique, la roublardise qui a fait à Yaoundé doit également cesser. Vous ne pouvez pas gérer les gens comme si c'était des enfants. Nous avons tous été à l'école et chaque fois que vous mentez, et on n'a pas de dialogue tout à l'heure, le dialogue n'est plus possible avec les gens de Yaoundé. Parce qu'il y a eu un dialogue à la tripartite de 80. Comme il ne faut pas de dialogue, il faut pas la guerre. Il faut la guerre. C'est eux qui ne peuvent pas. Continuez dans la logique. Monsieur, laissez-moi terminer. Laissez-moi conduire ma pensée. Soyez logique. Oui, je suis logique. Laissez-moi conduire. Je ne comprends pas. Oui, vous ne comprenez Par pas. rapport à vous. Laissez-moi conduire ma pensée. Vous comprenez quoi? Et vous dites ce que vous dites là? Monsieur, je comprends. Oui, écoutez, donc laissez-moi conduire ma pensée.
tout le monde est professionnel dans son domaine. Il n'y a pas de dialogue. Qu'est-ce qu'il faut alors? Je vous dis ceci. Avec les gens de Yaoundé. Permettez-moi de parler. Il faut la guerre. Je ne suis pas venu vous voir non plus. Il faut la guerre. Je n'ai pas dit qu'il faut la guerre. Alors, en attendant que vous puissiez vous calmer tous les deux. Le dialogue, il y a eu une tripartite en 93. Au terme de cette tripartite, il y a eu des résolutions. Et tout le monde a été d'accord que ces résolutions devaient être prises en compte. Ces résolutions ont été mises sous le coude. On a fait une constitution où tout ce qui a été mis dans la constitution est mis sous le coude, les institutions ne sont pas mises en place. Aujourd'hui, s'il y a un autre dialogue, le problème c'est que ceux qui vont dialoguer avec le pouvoir de Yaoundé vont demander au pouvoir de Yaoundé quel est le sort que vous allez réserver aux résolutions qui vont sortir de, de ce dialogue. Je vous remercie. Voilà ce qui bloque le dialogue chez nous. Je vous remercie Emmanuel Kounié, voilà. Et on va sortir de ce sujet avec la dernière prise de parole de Manu Ndjimba à ce sujet. On ne perd pas de vue que l'année 2018 est une année élective et qu'au cours de cette année justement il y aura toute une série de campagnes électorales à faire qui ensuite va laisser la place aux élections. Quel peut être, en fin de compte, l'impact de cette crise anglophone sur la bonne suite des élections, la bonne marche? Disons que moi, je ne pense pas que les élections seront menées dans de bonnes conditions. C'est la première chose. Pourquoi je le dis? C'est parce que au nord, il y a Boko Haram. Maintenant, il y a le problème anglophone, à l'Est même ça ne va pas. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas amener les gens à des situations idiotes. Quand je dis idiote, ça veut dire tout simplement que le problème anglophone en lui-même, idiote, quand je dis idiote, ça veut dire tout simplement que le problème anglophone en lui-même n'aurait jamais dû poser problème dans ce pays. Jamais. Sauf que il y a des gens dans ce pays qui pensent qu'ils peuvent toujours pêcher dans les eaux troubles. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on peut organiser les élections? Les villages sont brûlés au nord-ouest. Il y a beaucoup de coups de feu, des explosifs dans toute la zone. Il y a des déplacés. Comment peut-on humainement constater ce genre de problème et penser organiser quoi que ce soit? C'est un peu comme si on voulait faire une fête et la maison du voisin à côté en train de brûler. Mais on est tenté de se demander que font les élus. Ce que font les élus, les élus sont très embêtés. Les élus sont très embêtés tout simplement parce qu'il s'agit du choc de deux civilisations, disons ça comme ça, ou de deux cultures. Enfin plutôt, pas civilisation, de deux cultures. Il y a une culture anglophone, moi j'en fais partie, ma mixité est là, c'est vrai, mais je comprends très bien les gens de l'autre côté. Le résultat de tout ça, c'est que ces gens-là sont très mal à l'aise aujourd'hui. Comment pouvez-vous penser faire des choses en les ignorant? Et jusqu'à quand? C'est pas possible. D'accord. Donc, pour moi, les élections auront lieu, mais ce seront de très mauvaises élections, tout simplement parce qu'on ne tiendra pas compte de tout le monde. D'ailleurs même, au Cameroun, on n'a jamais tenu compte de tout le monde, puisque on ne tient pas compte du verdict des urnes. Contrairement à ce que M. Elimbi dit, ce n'est pas les urnes qui vont parler dans ce pays. Les urnes n'ont jamais parlé, sauf une seule fois. Et encore. C'était une victoire volée. Très bien. On parle d'élections et on reste justement sur cette thématique-là pour se poser la question de savoir ce qui se passe dans le Social Democratic Front. On a tout à fait l'impression qui se passe dans le Social Democratic Front. On a tout à fait l'impression depuis ces dernières semaines d'assister à un vent de nouveautés de ce côté des gens rumeurs qui annoncent la non-participation ou alors la non-présentation de la candidature du chairman à la candidature de président de la République. Et juste à côté, on apprend au cours des semaines qui vont suivre que Joshua aussi, l'honorable, ainsi que l'honorable Mbandam ont déposé finalement leur candidature à la candidature de président. Et donc cette thématique également est abordée sur ce plateau et ça tombe bien justement parce qu'on a quelqu'un du Social Democratic Front ici avec nous qui va peut-être tenter de nous dire si oui ou non le chairman sera candidat. Le chairman peut même être candidat. Mais la vérité, c'est que ce qu'on sait, c'est que le chairman a déposé son dossier de candidature au poste à sa succession à la tête du parti. Oui. Donc il sera candidat au poste de président national du Social Democratic Front. Maintenant, pour ce qui est des élections présidentielles, il y a 2 candidats qui sont annoncés. Il y en aura d'autres. Je peux vous garantir qu'il y en aura d'autres. Et au SDF, il y aura des primaires. Et puis, comme au Cameroun, nous sommes des gens qui avancent vers la modernité parce que nous croyons toujours reculer. Nous, au SDF, on avance vers la modernité. Vous avez vu en France, au parti, à la droite, vous avez vu comment, au Parti républicain, il y a eu
plus d'une dizaine de candidatures. Ça n'a fait du mal à personne. Il y aura les primaires. À la fin du mois de février, au SDF, il y aura plusieurs candidats au poste de président et le vainqueur sera le candidat aux élections présidentielles. Nous arrimons à la modernité. Bon, maintenant, ceux qui jacassent là, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas militants du SDF, même si hier ils y étaient. Aussi, je choisis parfaitement le droit de déposer sa candidature. Mbandama a déposé la sienne. Je vous garantis, il y aura un nègre à la fin de la semaine qui commence. Après ce nègre-là, il y aura peut-être d'autres candidatures. Nous aurons peut-être 4, 5, 6 candidatures. Et puis, il y aura les primaires. Et nous allons faire des primaires transparents. Nous voulons donner une leçon de démocratie aux Camerounais parce que ça bavarde partout. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un sujet qui crée de l'instabilité au sein de Non, aucune instabilité. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a de l'instabilité? Même au Cameroun, s'il y avait des élections présidentielles à 2 tours, tout ce désordre, non, aucune instabilité. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a de l'instabilité? Même au Cameroun, s'il y avait des élections présidentielles à 2 tours, tout ce désordre, tous ces discours, on dit la justice, des gens qui regardent, comme monsieur dit Bandamoël, qui regarde un texte, il dit je lis ce que je vois. Et tu dis lis ce que je vois en 92. Les gens se comporteraient un peu mieux que ça. Il faudrait que les textes soient des textes un peu plus sérieux. Moi, je crois qu'au SDF, et ceux qui lisent les statuts du SDF ou qui ont lu les statuts de savent, les primaires sont prévus. Et on va faire les primaires et on va demander à ceux qui vont perdre aux primaires de se mettre derrière ceux qui vont gagner. Ça sera un test, n'est-ce pas, d'avancer. Parce que nous, depuis plus de 25 ans, on est dans cette affaire-là. Il est question que les gens, n'est-ce pas, s'arriment à la modernité et que les gens commencent à être des hommes normaux parce que le pouvoir a créé, n'est-ce pas, un référentiel avec des déformations. Il ne faut pas que parce qu'on se trouve dans ce référentiel que tout le monde soit déformé. Nous voulons être, n'est-ce pas, un grain de diamant dans un panier de merde. Très bien. Aujourd'hui, on a l'impression, quoi qu'on dise, que le SDF est un tout petit peu en perte de régime, ce qui laisse finalement poser la question de savoir, Elim Bilobel, si le chairman ne devrait pas penser à céder la place à plus trépide et, disons-le, plus jeune que lui. C'est des questions qu'il faut poser au chairman. Moi, je voudrais, avant de rentrer un peu dans les comportements du SDF, dire aux Camerounais que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ont tous les deux 35 députés à l'Assemblée nationale. Parmi lesquels 13 du SDF. 14 d'ailleurs. 13 au Nord-Ouest et 1 au Sud-Ouest. Sur les 35, 14 sont du SDF. Ils sont à l'Assemblée nationale depuis 1997 que les députés du SDF sont à l'Assemblée nationale. Aucun d'eux n'a pris la parole à l'Assemblée nationale pour poser le problème de la Hall Conférence qu'on me raconte là. Des documents de tout ça. Vous faites comme si ces documents existent aujourd'hui et vous faites comme si vous en parlez, vous êtes inspirateur de quelque chose d'extraordinaire. Si vous en parlez, vous êtes inspirateur de quelque chose d'extraordinaire. Ouais, comment vous êtes rattrapé par vos fantaisies? Je ne comprends rien. Allez-y, Elim Bilobel, allez-y. Tu es complètement égaré. Voilà donc des gens qui sont à l'Assemblée nationale, dont les responsables, je ne sais pas si c'est un responsable de la communication, viennent sur les plateaux de télévision faire la morale politique à tout le monde, oubliant qu'ils sont à l'Assemblée nationale, là où ces affaires se décident. Ils n'ont porté la parole d'aucun anglophone. Ils n'ont pas revendiqué l'application des décisions de la tripartite relatives aux problèmes anglophones. Aucun. Il a fallu attendre que Agbobala et Fontaine, qui ne sont pas des politiques, qui sont des syndicalistes, posent des problèmes politiques, ce qui est une extraversion de leur fonction. Pour que des gens commencent à pulluler sur les plateaux de télévision et nous donner des leçons de conduite des affaires publiques. Bon, je passe sur ça parce que vous avez clos le chapitre en prenant des dispositions pour qu'on ne s'exprime pas dans le fond. Pour revenir sur la forme de ce que vous appelez ce qui se passe dans le SDF. Il dit qu'il va donner la leçon de démocratie au Cameroun. C'est-à-dire que c'est ça le problème que j'ai avec mes amis de l'opposition. Ils ne se regardent pas au miroir. Ils ne font pas leur introspection. Il y a eu une élection présidentielle en 2011. Vous avez fait les primaires. John Fundi était candidat. C'est que eux tous sachent que s'il y a un candidat du SDF, c'est un candidat qui va être porté par un parti, le SDF, qui aux dernières élections législatives
était absent dans 5 régions. Tu as recommencé. On peut vous reprocher, Eline Bilobert, vous ne voulez pas me laisser parler. Mais c'est depuis un an qu'il raconte ça sur le plateau. Non, on est en train de sortir des questions qui vous sont posées. Il faudrait qu'on Non, permette... ne sort pas, je vous explique. Il faudrait, Eline Bilobert, qu'on permette aux gens qui nous ce que nous écoutent. voyons. Il faudrait qu'on leur voyez rien. permette de sortir quelque chose de cette émission. Vous n'allez Est-ce pas que me vous dire ça. pensez, que ces différentes candidatures ne sont pas à prendre au sérieux? Voilà la question. Mais c'est des questions, vous-même vous posez des questions qui ne doivent pas être posées. Non, mais c'est pas vous qui À décidez. l'intérieur C'est d'un qu'on parti pose, Eline politique, Bilobert. est-ce que moi je dois aller dire à l'intérieur d'un parti politique n'organisez pas vos élections publiques? Mais vous dites à l'intérieur de ce Je même parti dis simplement politique qui manque de sérieux. je dis simplement que oui, un parti politique, après tout, c'est une organisation qui se propose de gérer ma vie. J'ai donc mon opinion à émettre sur ce parti. D'accord. Et je dis, vu comme cela, quand je vois que nous sommes à 8 mois des élections législatives et municipales et à 9 mois des élections présidentielles, derrière lesquelles ce parti court depuis 26 ans. 26 ans. Je pense qu'il y a autre chose à faire que d'occuper les gens à une diversion insensée. Parce que quoi? Parce que le SDF ne peut pas gagner les élections. D'accord. On a Monsieur, le compris. SDF va gagner les élections. Parce que le SDF ne peut pas gagner les élections. D'accord. Le SDF va gagner les élections. Tu parlais te prendre, hein. Le SDF va gagner Non, les élections. messieurs, Il a des Je t'ai toujours dit que la On ne va pas nature... lui permettre de dire ce qu'il Quand veut. vous avez fini de jouer aux élégants, vos vraies natures vous rattrapent. Si vous continuez, je vais demander à ce que vos micros soient coupés. Je peux Puisqu'on a terminer décidé mon de rester propos. dans l'élégance, Je peux restons terminer mon élégants propos. et chuter pour donner la possibilité à quelqu'un Laissez-moi d'autre donc chuter de à donner ma son point de convenance, vue. s'il Oui, vous plaît. allez-y, allez-y. Voilà, Eline ma Bilobert. convenance, c'est de... Vous avez pris tout votre temps sur ce sujet. C'est vous qui m'interrompez. C'est vous. Nous vous écoutons, allez-y. Ok. Un parti qui se propose de faire des primaires, il cherche des candidats à l'élection présidentielle. Mais il devrait d'abord chercher à savoir s'il a les moyens de gagner l'élection présidentielle. C'est fait. Le SDF, c'est le parti qui a été absent, je le dis encore, dans 5 régions sur 10. Le centre, 0 candidat à l'élection, aux élections législatives de 2013. Le sud, l'est, la Damawa et l'extrême nord. Ça fait 49 circonscriptions électorales sur 85, où le SDF n'a eu personne pour porter sa voix. En 2011. Nous sommes en 2013. Ouais, nous sommes en 2017 maintenant. Si tu étais élégant, tu ne te tromperais pas. En 2018. C'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. Oh, Eline Bilobert. On n'est pas là pour faire Vous l'histoire. êtes d'accord pour Vous prenez du temps. Faut pas nous fatiguer avec Vous prenez l'histoire. du temps alors qu'on a Laisse beaucoup de l'histoire. sujets sur lesquels on va s'arrêter. Vous Oui. savez, l'ignorance Ne arrange prenez- ceux qui Eline s'en Bilobert, viennent. allons-y droit Nous, au on but. avance. Allons-y droit au Moi, but. je vais au but. Le but, c'est que il restait 5 régions où le SDF est allé aux élections. Ces 5 régions-là, c'est le littoral, l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest et le nord. Elles ont 47 circonscriptions. Et dans les 47 circonscriptions-là, il y a encore 11 où le SDF n'était pas. Au total, le SDF était absent dans 49 circonscriptions sur 85 dans l'étendue du territoire. On a déjà Voilà un parti On a déjà rattrapé qui ça. est si sous-représenté sur le terrain, qui nous dit, au moment où nous nous efforçons de faire prendre conscience à tous nos amis de l'opposition que c'est l'unité d'action qui peut nous amener à l'éviction de ce régime, ils occupent la scène avec des histoires de candidats qui vont aller se représenter ou dont la parole sera portée dans 36 circonscriptions. Et je rappelle que dans les 36 circonscriptions où le SDF est allé aux élections finalement, il n'y a que 14 dans lesquelles il Ce débat est inutile. D'accord, on Donc avance. le SDF est dans une situation Eline Bilobert, il on n'a avance. pas les moyens C'est vieux ce que tu dis là. de faire passer quelqu'un à l'élection présidentielle. Or, ce qu'il fait là vient tout simplement, c'est un message très clair que le SDF nous envoie. En allant organiser ses primaires à 8 mois, au moment où la préoccupation des différentes forces alternatives de ce pays, c'est de s'unir, il est en train de nous envoyer un message que lui, il aura un candidat à l'élection présidentielle. D'accord, on a compris le message, Eline Donc, Bilobert. il va- Permettez que il- quelqu'un il d'autre puisse participe à la placer un mot. division de l'opposition. Eline Bilobert, s'il vous Je plaît, voudrais répondre permettez à que ça. quelqu'un puisse placer un mot. Et ce quelqu'un-là, c'est Manu Djemba qui parle pas beaucoup sur ce plateau parce que vous vous accaparez de la parole. Et donc, on est avec vous sur une autre thématique. On a longtemps reproché au chairman de reproduire les mêmes schémas
que son adversaire légendaire, l'une de ses fautes majeures est justement l'absence d'alternance. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le chairman, avec toutes les actions qui sont en train d'être prises au sein de ce parti, va laisser que l'alternance puisse se faire? Oui. Monsieur Fondi, pour moi, c'est quelqu'un qui est entré dans l'histoire de ce pays depuis très longtemps. Malheureusement, c'est un Camerounais, c'est-à-dire quelqu'un qui s'accroche au rideau, aux branches, alors que depuis longtemps, il aurait dû passer. C'est-à-dire quelqu'un qui s'accroche au rideau, aux branches, alors que depuis longtemps, il aurait dû passer la main, ou alors il aurait dû favoriser l'émergence de personnes susceptibles de booster ce parti-là. Donc, si aujourd'hui, il y a des gens, par rapport à l'opportunité d'une élection présidentielle, qui sont en train de poser leur candidature aux primaires, je dis, c'est un peu tard pour vraiment donner, comment dire ça, beaucoup de sens à ces démarches-là. Ça ne veut pas dire que ces démarches-là sont inutiles. Moi, je dissocie d'ailleurs l'union que prône Elimbi et la possibilité d'avoir une primaire au sein de chaque parti. Chaque parti est organisé de telle sorte qu'il puisse, comment dire ça, exprimer une espèce de démocratie en son sein. C'est ce qui est en train de se passer. Cela n'empêche pas qu'il y ait union demain ou après-demain avec d'autres partis. Et le discours que tient Elimbi Lobe sur l'union, pour moi, il me va très très bien. C'est uniquement ce discours-là qui peut faire gagner l'opposition. Ça, c'est vrai. Mais chaque parti, en son sein, peut organiser ses propres élections juste pour faire vivifier ses organes de base. On comprend l'intérêt que Elimbi Lobe porte à ce parti. C'est un parti dans lequel il s'est retrouvé. Il a d'ailleurs milité durant de nombreuses années. Et donc, il maîtrise beaucoup les tests de ce parti. Pas uniquement de ce parti. Elimbi Lobe, c'est quelqu'un de très cultivé. Ça, personne n'en doute. Bon, maintenant, ce que moi, je dois lui dire, c'est tout simplement que la candidature, ou plutôt le jeu politique qui est en train d'avoir lieu au SDF, il ne faut pas qu'il le balaie d'un revers de la main. C'est quelque chose d'essentiel. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'il le balaie d'un revers de la main. C'est quelque chose d'essentiel. Bon, maintenant, moi je dis, Monsieur Fondi, c'est même un message que je lui lance, ou plutôt une supplication que je lui lance, il ferait mieux de prendre de la hauteur et de laisser ce jeu-là se faire. Ça va le grandir. C'est d'ailleurs la même chose qu'on demande un peu plus haut, hein, toutes choses relatives. Voilà. Exactement, et je vous relance sur cette thématique-là, Maître Pincy. On a aujourd'hui l'impression, hein, c'est une impression d'ailleurs très pénible, que Nigel Fondi est en train de reproduire, on l'a dit, les mêmes schémas que le président de la République, du moins ce qu'on lui reproche tout le temps, le refus d'alternance. On a aussi au cours de la semaine appris que son état de santé se dégradait fortement, ce qui avait poussé ses proches et dont ses enfants à lui demander de se retirer de la sphère politique, d'où... Vous parlez de qui? De Nigel Fondi, bien sûr. Mais parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un d'autre qui est malade. Nous parlons du chairman. Mais c'est un avocat, il faut des précisions quand même. Il y a quelqu'un au Cameroun qui est malade. Non, on parle du chairman et de personnes d'autres. Et donc on était en train de dire à ce sujet que ses enfants lui ont demandé de se retirer. Et on a même appris finalement aux sorties du NEC qui s'est déroulé du côté de Baminda qu'on avait décidé de la création d'un poste de président d'honneur dans lequel on aurait bien pu mettre Nigel Fondi. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'on essaie finalement de reléguer ce président fondateur au simple rang d'observateur. Est-ce que vous pensez que, voyant les choses sous cet aspect, lui, il va se laisser faire? Bon, d'abord, je vais vous dire une chose. C'est pas une révélation. C'est pas Nigel Fondi qui a fondé le SDF. À l'origine, c'est les Mouna. Mais les Mouna se cachaient parce que leur père était au pouvoir. Donc ils n'ont rien fondé. Et non, monsieur, laissez-moi pas. Et la courtoisie, monsieur Kounia, vous avez parlé de bourgeoisie, vous avez votre temps de parole. Ça s'appelle un débat, s'il vous plaît. Ça s'appelle un débat contradictoire. Vous avez votre temps de parole. Ça s'appelle un débat, s'il vous plaît. Ça s'appelle un débat contradictoire. Vous aurez votre temps de parole.
Permettez-moi, s'il vous plaît, allez-y, d'utiliser de mon temps de parole. Allez-y, monsieur. Et je dois dire tout à l'heure, pour revenir, j'ai revenu un propos, un procès est public. C'est-à-dire, le procès, vous pouvez mettre les micros. Mais un interrogatoire d'un accusé et dans une enquête est quelque chose de secret. En 71. Non, même en 71, monsieur. C'est secret. Secret d'instruction, j'étais là. Alors, c'est le procès de Wandié était public, avec des micros dehors. Donc, laissez-nous, ne dites pas ce qui est faux. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, lorsque vous parlez de 71, et lorsque Elie Lobert vous parlez de 2013, et dit c'est le passé, vous-même, vous êtes un homme du passé. Vos débats sont anachroniques, parce que vous parlez toujours de 93, de 71, de 73. Et lorsque Elie Lobert vous parle de ce qui se passe en 2013 là, dans le cadre d'une analyse, à mon avis, sensée, qui est une démonstration du fait que le SDF ne peut pas gagner, je reviens sur la question. Mais ce qui se passe de SDF, ça ne me regarde même pas. Je suis heureux que tout ça se passe. On voit que, et je connais bien Bandam, qui est avocat, que je connais, il ne participe pas trop aux événements d'avocat, il est plus homme politique, il fait des affaires, que mon ami, Joshua aussi, c'est quelqu'un que je rencontre souvent, j'ai eu à dîner avec lui, c'est quelqu'un de très intelligent, mais il est du sud-ouest et l'autre du nord-ouest, et ils ne veulent pas du tout de Joshua aussi. Ça, on le sait, c'est pour ça qu'ils font un barrage et ils essaient, laissez-moi faire mon analyse, ils essaient en fait de susciter la candidature de Denis Dion-Phondi qui n'a aucune chance de gagner ces élections, et Elie Lobert vient de le démontrer. Ce que je voudrais dire dans le cadre de cette affaire, il faut faire très attention. Lorsque les gens contestent cette affaire, il faut faire très attention. Lorsque les gens contestent, par exemple, la suprématie de Dion-Phondi, c'est le 8-2. Beaucoup de personnes sont parties, tout simplement parce que ce parti-là, et on le sait, des têtes pensantes, Kawala, tête pensante, Asongani, etc. Beaucoup de personnes sont parties parce que Elie Lobert est parti parce qu'il ne pouvait pas discuter avec ces personnes-là. Nous, RDPC, contrairement à ce que vous dites, le débat est contradictoire. Mais au sein des commissions, lorsque on s'entend à l'intérieur sur une politique, on se remet à cette politique-là. C'est ça, c'est pour ça. Et quand nous faisons nos débats, nous faisons pas comme vous. Le comité central, c'est où? Vous êtes réunis combien de fois? Mais le comité central... On ne parle pas du RDPC, mais du SDF. Je vais vous dire une seule chose, puisqu'on est SDF. Le SDF, son congrès, et tout le monde se trouve au domicile de Dion-Phondi en Carrington. Si le portier, le gardien, vous refuse d'entrer, vous n'entrez pas. Vous étiez donc là. Ça veut dire... Non, monsieur, ça c'est vrai. Le portier, il dit, il a de INTA. Vous étiez là. Vous n'entrez pas. Vous êtes mal vu. Donc, je voudrais vous dire que voilà un parti où tout simplement il est le capot de tout du capi, celui qui dirige tout. Et lorsque des gens brillants comme une dame, Mbandam, ou bien surtout Joshua veut se présenter aux élections, vous allez avoir une floraison de candidatures qui vont peut-être pousser Phondi à se présenter, puisque lui-même, ses enfants lui ont dit que papa, tu es fatigué, et lui-même le dit. Donc, vous savez très bien qu'il a créé il a pris un parti qui s'appelle SDF, c'est-à-dire Sofadon Finish. Mais Sofadon Finish for himself, c'est-à-dire pour lui-même, mais pas pour les Camerounais qu'il a trompés. Très bien, maître. Oui, Emmanuel Kougny, et je vous relance également sur une autre thématique. Oui, on va sortir des petites guerres. Je crois qu'on n'est pas venu ici pour s'amuser, on est venu ici pour dire des choses. Pour apprendre des choses. Je voudrais dire, d'abord, à ceux qui sont venus ici pour s'amuser, on est venu ici pour dire des choses. Pour apprendre des choses. Je voudrais dire, d'abord, à ceux qui font les analyses sur les nombres de députés et tout un tas d'histoires, que c'est une fausse donnée. Pour la simple raison que, quand vous prenez la répartition des délégués, des députés, le département du Dja et Lobo a 196 000 habitants au moment, à un certain moment. À la même période, le Phondi a 1 800 000 habitants, le Vouri a 1 935 000 habitants, 1 931 000 habitants. Le Dja et Lobo a 5 députés avec 196 000 habitants. Le Phondi qui a 9 fois plus d'habitants a 7 députés. Le Vouri qui a 10 fois plus d'habitants que le Dja et Lobo a 9 députés.
toute proportion gardée, le Vouri devait avoir 50 députés sur le Dja et le Bois avait 9. Donc il y a une fausse répartition qui fait qu'on parle d'une majorité obèse, qui ne signifie absolument rien, et les gens nous enfument avec des histoires de ce genre, et nous pensons que ce n'est pas des choses comme ça qui doivent être prises en compte. Je voudrais parler de l'étude de M. Limbi qui vous raconte beaucoup de choses. Très Donc, bien. je reviens. Non, maintenant que vous avez dit ça, je voudrais donc aller maintenant sur la mutualisation des forces pour les partis politiques pour aller aux élections. Comment est-ce que les gens doivent se mutualiser et comment est-ce qu'on doit pouvoir travailler au SDF. Le travail, comme si vous avez suivi aussi Joshua, il y a 3 mois en arrière, vous aurez compris que quand les gens présentaient les candidatures, il a dit clairement, nous travaillons pour l'appareil. Parce que le candidat lui-même, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'abord l'appareil qui doit porter le candidat. Personne ne connaissait Obama. Mais quand il a été élu aux primaires et que l'appareil qui devait le porter était un appareil qui devait permettre, des démocrates qui devait permettre d'avoir un candidat sérieux, il est devenu un candidat sérieux. Donc nous travaillons parce que Elimbi le sait. Le SDF a au moins les 10 présidents régionaux. Le SDF a des coordinateurs départementaux pratiquement dans tous les départements. Donc ce travail est en train d'être fait depuis pour qu'on soit sûr que les 26 000 bureaux de vote qu'il y a au Cameroun, puisque nous voyons aux élections cette fois pour gagner, M. Biya ne peut plus gagner les élections. Il y a la pagaille dans 6 régions. Il ne peut pas gagner 6 élections cette fois pour gagner, M. Biya ne peut plus gagner les élections. Il y a la pagaille dans 6 régions. Il ne peut pas gagner. S'il gagne les élections, ça veut dire que nous allons dans un cul-de-sac, tout le monde le sait. Bien, donc c'est pour vous dire que nous avons travaillé notre appareil. Sur cette question, vous parlez d'appareil et de tout le travail que vous êtes en train de faire. Oui. On sait notamment qu'aujourd'hui, les regards de presque tous les observateurs sont rivés vers le congrès que vous allez organiser d'ici la fin du mois de février. Qu'est-ce qui pourrait sortir de ce congrès de façon concrète? Il sortira de ce congrès un président national qui probablement pourra être Ni Fundi. Et, ou pas. Et il sortira également un candidat aux élections présidentielles qui probablement ne pourra pas être Nigel Fundi. Et au terme de cela, nous allons pouvoir présenter, parce que quand les gens disent il faut s'asseoir avec les autres, quand on s'assoit, il faut un produit d'appel. Nous avons quelque chose à présenter pour qu'on s'assoie. Ce quelque chose, c'est d'abord l'appareil que nous avons travaillé. Nous allons leur présenter les scrutateurs que nous aurons dans les bureaux de vote. Nous allons leur présenter notre occupation du terrain. Nous allons leur présenter notre projet. Et puis, si des gens sont avec nous et qu'ils ont des éléments dans le projet que nous n'avons pas, quand vous avez vu Mitterrand en 81 avec le programme commun de la gauche, ce n'était pas le pouvoir du Parti socialiste. Il peut avoir des projets ou des éléments dans un programme que nous récupérons pour mettre dans notre programme, mais nous allons présenter un appareil. Si des gens ont des appareils plus représentatifs ou plus implantés, nous allons discuter avec ces gens-là. Mais nous n'allons pas discuter avec des gens qui arrivent un matin, ils n'ont jamais fait la politique, ils disent qu'ils sont descendus du ciel, c'est Jésus qui les a envoyés et qu'ils doivent être présidents de la République du Cameroun. Mais on a toujours besoin de plus petits. Oui, je suis d'accord, mais je dis qu'on va discuter avec eux, mais pas dans le sens de penser qu'on peut leur céder la place ou quoi que ce soit. Nous allons céder la place à quelqu'un qui va nous présenter son appareil et nous démontrer qu'il occupe le terrain et que si nous appuyons avec lui, on peut arriver. Et s'il n'y a pas d'autres qui peuvent présenter, nous allons présenter l'appareil et nous allons demander aux autres d'entrer dans l'appareil. Voilà comment ça va se passer. Maintenant, ceux qui pensent qu'on va réunir tous les gens comme si on était dans un poulailler, les gens ont dit entrez ici, ça ne se fera pas comme ça. La politique n'est pas un champ. Pense qu'on va réunir tous les gens comme si on était dans un poulailler, les gens ont dit entrez ici, ça ne se fera pas comme ça. La politique n'est pas un champ de canne à sucre. Exactement, oui. Elimbi, vous avez la parole. En quelques secondes, vraiment. Je voudrais dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous cherchons à renverser le président Biya et son régime. C'est depuis 1990. Chaque élection que nous avons échoué... Il dit qu'il ne faut pas en parler, hein. C'est il y a très longtemps. Pas... Non, il nous perd en conjecture dans le dans 90, c'est pas bien. Allez-y. Il vous fait la censure. Je suis... On est libre de parler. Il a des idées passéistes, laissez-le déverser. Mes maîtres m'ont enseigné la science. Et la science veut que je la construis chaque jour avec les lumières qui ont été développées par les prédécesseurs. Que cela vous plaise ou pas, la vérité est que chaque fois que nous échouons une élection, nous devons commencer à préparer une autre. La prochaine. Et quand on prépare donc une élection, on regarde ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait nous détermine dans notre stratégie. Je suis surpris qu'on fasse comme si on va aux élections en 2018. On n'est jamais allé aux élections. Et que toutes les spéculations sont permises. Je voulais vous dire, Kate, que tout ce qui est permis et dont on a droit n'est pas édifiant. Le SDF, vous l'avez dit, j'y ai passé plus de 20 ans de ma vie.
pour essayer de renverser ce régime. Aujourd'hui, le combat, c'est que tous ceux qui empêchent le renversement du régime, par l'obscurantisme, par l'incapacité à se remettre en cause, pour chercher objectivement où est-ce que nous péchons, ceux-là, c'est eux qui sont à combattre. Le SDF est allé aux élections législatives de 2013. Il avait 36 listes dans le Cameroun. Vraiment, on n'en finira pas. Il y avait 4 millions 23 36 listes dans le Cameroun. Vraiment, on n'en finira pas. Il y avait 4 millions 23 293 suffrages valablement exprimés. Il a eu 500 008 voix 901, c'est-à-dire 12%, 12,65% de suffrages valablement. C'est un faux résultat, monsieur. Voilà le parti politique. Vous tirez ces chiffres. C'est un faux résultat. Mais ça, c'est justement le document de la fraude. C'est le document de la fraude. Voici le rapport de la fraude. C'est le rapport de la fraude, non? C'est les militants du RDPC qui ont écrit ça. Donc nous ne tenons pas compte de ça. Hein. Ce document-là, pour nous, c'est dans la poubelle. C'est bon pour la poubelle. Je croyais que c'est moi qui ai le rapport de résultat. Quel résultat? Je croyais que des résultats fabriqués. Je croyais qu'il n'est plus élégant. Là, maintenant, il n'est plus civilisé. Il est devenu sauvage. Elim Bilobé. Il est dans sa nature, quoi. Non, je ne sais pas, parce que je vous ai dit que les vérités Elim Bilobé, c'est un rapport inutile. On n'a plus beaucoup de temps. Le philosophe Nietzsche disait que les vérités qu'on cache tue. Ce n'est pas des vérités. Voilà donc un parti qui a fini avec, qui vient de faire les élections locales pour contrôler le pouvoir parlementaire. Tous les jours. Et qui n'a pas pu se présenter sur l'ensemble du territoire. 5 régions où il n'était pas. Et qui a fini avec 12,65% de suffrages valablement exprimés. Vous essayez de nous dire quoi concrètement? Je veux vous dire que quand un pareil parti s'assoit dans la perspective de préparer les prochaines élections et estime qu'il lui faut des candidats à lui, cela veut dire qu'il entre dans une contradiction avec ce que ses propres forces et ses propres résultats témoignent. C'est de ça qu'il est question. Tu vas gagner l'élection présidentielle comment? Je te dis que c'est quand tu n'as pas dans 5 régions du Cameroun aucun élu local. Je te dis que c'est quand tu n'as pas dans 5 régions du Cameroun aucun élu local qui peut porter ta voix. Il vient, il me dit, dans le Djaïlobo, on avait 55 députés, c'est ça qui fait problème. On en a, si dans le Djaïlobo, je peux continuer. Je peux continuer, monsieur Libi. Si dans le Djaïlobo, il y avait un seul siège de députés, qu'est-ce que ça aurait changé puisque vous n'étiez pas? Ça aurait changé. D'accord, j'imagine que vous avez fini donc, avec cette thématique. Non, permettez Elim Bilobé que Manu Djemba également puisse en parler. Sachant qu'il avait dit, mais permettez Elim Bilobé, s'il vous plaît, un peu de discipline, Elim Bilobé, s'il vous plaît. Manu Djemba, je suis avec vous. Je suis avec vous et je demande à la régie de couper le micro de monsieur Elim Bilobé pour qu'on puisse avancer finalement. Aujourd'hui, on est en train de faire le bilan du chairman. Elim Bilobé, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie pour votre galanterie. J'étais avec vous, Manu Djemba, on était en train de parler, de faire justement le bilan du chairman. Vous êtes également de ceux qui pensent que en toutes ces années de présence dans la sphère politique, il aura finalement abouti à une seule chose, c'est-à-dire l'échec, ou alors force est de constater qu'il y a eu une certaine évolution. Moi, je ne parlerai pas de Frondi en tant que tel, je parle plutôt du SDF, c'est toujours la première force d'opposition au Cameroun. Même si l'opposition qui ne fait plus beaucoup. Oui, mais même si on tient compte des chiffres de M. Elim Bilobé, 12,65%. Qui sont d'ailleurs non, c'est pas mon problème. Les autres sont où? Ils sont pas là. Malheureusement, dans ce pays, les gens veulent que ceux qui, comment dire ça, ont des choses à dire, fassent du suivisme. C'est-à-dire suivent la médiocrité. Ce que je veux dire, c'est que le parti où tout le monde doit s'arrimer, c'est le SDF. Aucun autre. Vous comprenez? Adamou Damdioya, Bello Bouba, prenez tout ce que vous voulez et qui dit. Vous comprenez? Adamou Damdioya, Bello Bouba, prenez tout ce que vous voulez et qui dit. S'ils veulent un changement, c'est avec le SDF comme tête de proue.
Le SDF ne peut pas être à la remorque des gens qui ne comptent que pour leur famille ou pour leur tribu ou pour je sais pas moi quoi. Vous comprenez? Le SDF, c'est un parti très représentatif. C'est vrai qu'il a perdu beaucoup de plumes en route parce que Froundi, avec la durée, n'a pas su donner le sens à ce parti-là. Mais c'est peut-être pour ça qu'il faut un nouveau visage aujourd'hui à la tête de ce parti. Mais bien entendu, ça de toutes les façons, ça ne souffre d'aucune contestation. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Moi, vous savez, Froundi, c'est quelqu'un qui était charismatique. Vous étiez peut-être très gamine, mais quand il arrivait quelque part, il soulevait les foules. Il criait bouger. Aujourd'hui, quand vous regardez le visage de Froundi, vous voyez quelqu'un qui tire une gueule d'enterrement. Donc pour moi, c'est un défaitiste. Il n'est pas le seul aujourd'hui. On peut remarquer beaucoup de personnes qui ont milité dans la même période que lui, qui sont également dans la même situation. Je vous remercie, messieurs. On sort de ce sujet. On n'a plus que quelques secondes pour aborder brièvement la question sur l'Union africaine. On parle là du 30e sommet qui s'est déroulé notamment à Addis Abeba. C'était dimanche dernier, donc lundi de cette semaine. Un sommet au cours duquel on a pu remarquer l'arrivée en grande pompe du président pour l'exercice. On parle là d'une année, bien sûr. Le président Paul Kagame avec une série de réformes finalement dans son attaché case. Et à peine il est arrivé que déjà beaucoup voient en lui l'avenir de l'Afrique. C'est le même regard que vous portez sur le président Kagame au vu de tout ce qu'il a pu apporter comme évolution dans son pays, Maître Pincy? Je pense que quand on va au Rwanda, on se rend compte que ce pays a fait énormément de progrès, sortant d'une guerre où il y a eu quelques millions de morts, et que ce pays-là est pour nombreux de personnes. Vraiment un étonnement que ce pays-là est pour nombreux de personnes. Vraiment un étonnement qui fait en sorte que le président Kagame est considéré comme l'un des plus brillants au niveau de sa fonction en Afrique. Et ça, à partir de ce moment-là, que ses pairs, et notamment le président Déby, ait tout fait, puisque c'est lui qui était le président de faire en sorte que ce soit lui, c'est pour booster l'Union africaine, qui ne fonctionne pas. Même le financement se fait à l'étranger. On a même parlé la dernière fois que les Chinois qui ont offert l'immeuble de siège ont mis l'ont truffé de micros. Le truffé de micros, ce qui, à mon avis, je ne pense pas c'est quoi. C'est pour espionner la fabrication. C'est exactement de ça que le journal du Monde parlait. Pour parler la fabrication du kilichi, ou bien du mionda, ou bien du condré. C'est pas sérieux. C'est parce que les Chinois travaillent avec les Africains qui ont fait une ouverture vers d'autres personnes, puisque Kwenyeva le sait très bien, puisqu'il est financier. Mieux, je le préfère financier que politique, parce que là, il a investigué les gens, alors que financier, il arrive à faire souvent des démonstrations. Sur ce point-là, et je le dis, Kagame a choisi des gens, l'ancien président Labad, toutes les personnalités qui comptent. Il y a même déjà dans le Camerounais. Et il voulait booster. D'ailleurs, je pense d'ailleurs que Mkoko Mbondio également fait partie des personnes qu'on a nommées en ce qui concerne les institutions, pour booster et faire en sorte que, vous savez, lorsque il y a eu ces 2% là, ces 0,2% des importations, de contributions, qui faisaient à peu près 1,2 milliard, ça allait financer, et certains États, en euros, certains États ne voulaient même pas le faire. Donc, ce monsieur est un monsieur qui est brillant, mais en un an, je doute qu'il puisse faire quelque chose, mais il va commencer déjà à le faire, mais d'autres personnes mettent un frein à quelque chose, mais il va commencer déjà à le faire, mais d'autres personnes mettent un frein. Parce que vous savez que lorsqu'il s'agit de faire des réformes, on a eu moi j'ai un cousin qui est ambassadeur là-bas, alors il y a les ambassadeurs qui se réunissent. Quand les ambassadeurs de tous les pays africains se mettent à se réunir pour parler, c'est tout simplement à ce moment-là, vous rentrez dans l'inertie. Parce que ça, et à ce moment-là, les choses ne vont pas bouger. Donc, vous avez vu la femme de Zuma, qui n'a rien fait, son bilan a été excessivement négatif. Et heureusement, elle a perdu les élections en Afrique du Sud. Vous avez le Tchadien qui est nommé parce que le président Déby a perdu beaucoup de ses hommes. Et au niveau de Boko Haram au Niger, un peu partout, bien que à l'intérieur de son pays même, il ait des problèmes d'ordre budgétaire. Bon, vous vous rendez compte que l'Afrique veut bouger avec un certain nombre de chefs d'État. Et je dis ceci, Kagame, c'est quelqu'un de bien. Les gens n'ont pas voulu qu'il se représente.
Le problème des élections en Afrique qui va se poser dans l'avenir, et ça je parle en tant que scientifique, ce ne sera plus un président épicurien, qui c'est un président jupitérien, c'est-à-dire qui décide de tout, qui donne des instructions, qui nomme tout le monde. Il faut des réformes, même chez nous. Peut-être un régime parlementaire avec le Premier ministre qui passe devant le Parlement. C'est là on va le choisir. Les ministres qui passeront devant des commissions pour être entendus, qu'on ne nous nomme plus des gens qui sont incapables de travailler, dont le président Biya lui-même a dit le 31 décembre 2013 qu'ils étaient incompétents. Donc les réformes doivent se faire. C'est pas à court terme, hein, ça peut être à moyen terme, en prenant le temps de discuter, de permettre que les penseurs puissent discuter des réformes. Et je pense que sur ce problème-là, le président Kagame est non seulement c'est un penseur, mais c'est également un praticien. Et c'est en cela que j'espère que les autres Africains feront en sorte que l'Union africaine puisse bouger. Et c'est en cela que j'espère que les autres Africains feront en sorte que l'Union africaine puisse bouger. Exactement. Parmi la série de réformes, Emmanuel Kounié, qu'il a quand même mis sur la table le président Kagame, il y a cet autofinancement, voilà, j'y arrive enfin, de l'Union africaine, c'est-à-dire par les pays africains. Est-ce que vous pensez que la mesure qui a été prise pourra finalement porter des fruits à court terme, comme Maître Pensy était en train de le dire? Oui, il y a une incitation à ce que tous les pays membres de l'Union africaine puissent, n'est-ce pas, adhérer à cela. Mais il faut noter que les 2% des produits d'importation, les produits importés, qui devraient être reversé à l'Union africaine pour lui permettre de se financer, parce qu'en réalité aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui donne l'essentiel, n'est-ce pas, du financement pour le fonctionnement de l'Union africaine, ce qui n'est pas normal. Je disais donc que sur les 55 pays, il n'y a que 20 pays qui ont adhéré. Donc il y a beaucoup de pays qui ne payent pas, n'est-ce pas, cette quote-part, ce qui fait qu'il y a un travail à faire pour amener tout le monde à comprendre qu'on ne peut pas penser qu'on a une organisation continentale, alors que c'est d'autres gens, n'est-ce pas, qui viennent nous financer. Mais il faut noter que il y a d'autres projets qu'il a proposés qui me semblent très importants. Par exemple, la création d'une zone de libre-échange africaine. Oui. Bon, pendant que nous faisons les APE ici dans un truc qui n'a pas de sens, lui propose quelque chose de plus intéressant. Non, mais il développe ce qu'il continental. Il a proposé la liberté de mouvement des citoyens sur le continent africain avec un passeport africain. Et ça, il tient à faire rapidement. Il pense qu'il pourra y arriver. Mais il a déjà créé un marché unique et libéraliste du transport aérien. Bon, il y a quelques pays, il y a 23 pays sur 55 qui ont déjà allé, bien évidemment, le Cameroun n'y est pas. Mais il y a des pays qui sont en train de suivre. Bon, tout cela, moi je crois que tout cela participe c'est pour dynamiser l'Union africaine, c'est pour faire que ce soit une organisation qui travaille, parce que apparemment ce n'était pas différent de l'Assemblée nationale du Cameroun où les gens vont dormir à longueur de journée. Et on se trouve en train parce que apparemment ce n'était pas différent de l'Assemblée nationale du Cameroun où les gens vont dormir à longueur de journée. Et on se trouve en train de danser. Donc je voudrais terminer, je voudrais chuter par là où le Maître Pensy a commencé, là où on dit que les Chinois ont mis des serveurs pour pouvoir récupérer, n'est-ce pas, ils ont mis des micros, des caméras. C'était pour récupérer tout ce qu'il y a dans le serveur également. Mais ça c'est automatique. À partir du moment où les Chinois sont venus investir, il y a ce qu'on appelle l'intelligence économique. Le transfert de technologie se fait de cette manière-là. Pendant que nous pensons qu'à travers comment dirais-je, ces mécanismes-là, nous pouvons obtenir la technologie chez les Blancs en espionnant, comme le gars de Corée du Nord l'a fait. Mais il y a eu un démenti de l'ambassadeur. Oui, l'ambassadeur a démenti, mais on demande toujours. Mais je vous informe que quand vous allez dans les ambassades des pays européens au Cameroun, ils font également l'intelligence économique. Ils cherchent à savoir comment fonctionne. Merci. Quand vous voyez le pain de plantain ou de patate, ils essaient de voir. Merci Emmanuel Kounié. On va juste à côté de vous. Donner un coup de poing sur le blé et puis ils essaient de nous décourager. Et on va juste à côté de vous donner la parole aussi à Manu Djemba en quelques secondes, qui donne également son point de vue sur la question. Vous pourrez par exemple parler de la question de l'uniformisation des armées africaines. Ça également, c'est possible? Oui, ben tout ça, je pense que c'est comment dire ça, c'est un futur très très lointain. Je pense que ce qu'on vient d'obtenir de la présidence de M. Kagame, c'est quelque chose de très très bien, à commencer par le marché libéralisé du transport aérien. J'en sais quelque chose parce que 2 fois, il m'est arrivé de faire transit à Casablanca pour aller à Dakar, par exemple, et j'attends un avion pendant 15 heures. Ça, c'est une aberration terrible. Bon, maintenant, je crois qu'avec ce marché unique-là
et comment dire ça, les transporteurs qui vont avoir la souplesse dans les lignes, il y aura possibilité de comment dire ça, de réduire le délai d'attente, de réduire ce délai-là. Donc, je pense qu'il y a une avancée, ce qui n'est souvent pas le cas, je veux dire, en ce délai-là. Donc, je pense qu'il y a une avancée, ce qui n'est souvent pas le cas, je veux dire, en termes d'assises des présidents et aussi de ce qu'ils obtiennent ou alors de ce qu'ils nous apportent comme avancée dans le développement du continent. Merci à vous également, Manu Djemba, et on finit avec vous, et Elim Bilobet, toujours plongé dans les chiffres du SDF, certainement. Il faut chiffrer, ça nourrit le faux chiffre. Par quel moment décidez de prendre cette information sur l'Union africaine, vraiment en quelques secondes, parce qu'on est en train de sortir. Kadhafi a pensé des choses de cette nature des années durant, mais comme il n'avait pas bâti une démocratie, tout ça s'est effondré et très peu de personnes l'ont suivi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent et font les chefs d'État démocrates, pas les putschistes qui arrivent au pouvoir, pas les dictateurs, pas ceux qui oppriment leur opposition. Donc, les idées de Kagame, je n'y accorde pas un grand intérêt. Certes, prélever 0,2% sur les importations pour financer de façon endogène l'Union africaine, mais c'est un rêve élémentaire, puisque le budget de l'Union africaine devrait normalement reposer sur les contributions des États qui ne payent pas leurs contributions. Est-ce que c'est 0,2% de taxes prélevées sur les importations qui vous verseront? Bonne question. Alors, et c'est avec cette question-là, justement... Permettez-moi néanmoins de finir à ma manière. Vous avez laissé les autres. J'ai l'impression que comme je dis des choses qui ne vous dérangent. On est en train de sortir. Ce que je veux dire, c'est que la situation de Cameroun est forcément celle qui interpelle le plus les Camerounais en ce moment où nous sommes en année électorale. Et je veux dire à Manu Djemba que s'il y a un colosse qui a 150 kilos, qui est boxeur, et qu'il y a 10 enfants qui veulent le renverser, qui ont chacun 5 kilos, et le 10e a 30 kilos, qui ont chacun 5 kilos, et le 10e a 30 kilos. Si vous additionnez leur poids, ils ne vont pas le battre. Celui qui a 30 kilos ne peut pas le battre seul. Il ne peut pas le battre seul. Au seul fait qu'il a 30 kilos. D'où la nécessité de repenser les paradigmes. Mais je t'ai déjà... Il y a plus d'échange. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. On sort du sujet. Tu prêches à quelqu'un qui t'a déjà dit qu'il est d'accord avec toi. Laisse-moi finir pour qu'on sorte. Oui, pour qu'on sorte définitivement. Que les Camerounais comprennent que si un parti n'a que 18 députés et qu'il n'est pas capable d'être présent sur l'étendue du territoire dans sa lutte, ce dont il a besoin, ce n'est pas que les autres viennent le compléter. C'est qu'il envisage de gagner avec les autres. Absolument. C'est un nouveau paradigme. Absolument. Entre les autres me rejoignent et je m'en vais tisser avec les autres une dynamique de victoire. Nous sommes dans 2 écoles de pensée. D'accord, c'est fini. La première école. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. La deuxième. Le droit de réponse de ce dimanche, c'est avec cet autre échange qu'on va se quitter. On se retrouve dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Restez en compagnie de Dimanche avec vous, votre autre programme dominical.